Je n'ai pas participé très longtemps à ces guerres en ex-Yougoslavie, mais assez quand même pour voir qu'il n'y avait pas de haine entre moi et l'ennemi. Le genre d'opération militaire qu'on faisait, par exemple, c'était d'exécuter l'ordre de prendre un village, et eux, ils avaient l'ordre de le défendre. Je ne suis pas allé là-bas avec l'intention de tuer des gens, à cause de je ne sais quelle haine. Toutes ces guerres ont été provoquées, c'est un coup monté. Moi je vois ça comme une sorte de business que les dirigeants politiques d'ici ont supervisé en faisant monter la mayonnaise. Bien sûr, il y a aussi la responsabilité des grandes puissances qui sont venues officiellement pour nous aider, mais qui ont fait strictement l'inverse. Quand je regarde encore aujourd'hui autour de moi, tous mes voisins sont croates et musulmans. Nous n'avons aucun problème. Pourquoi aurais-je de la haine envers un croate ou un musulman de Bosnie? Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance historique de la bêtise humaine. Une partie de ce qui s'est passé aux Balkans, c'est le résultat d'improvisation idiotique des pays de l'Ouest, de l'irresponsabilité des élites ethniques dans les diverses régions de la Yougoslavie et l'effondrement du pouvoir politique, démocratique, étatique dans tout le monde. Alors tous ces éléments ont vraiment contribué ensemble à l'effondrement de la Yougoslavie contre la volonté de la plupart des peuples concernés. Parce que comme quelqu'un qui a travaillé sur l'histoire des nationalismes est-européens, je sais très bien que l'idéologie nationaliste la plus efficace, la plus effective, la plus puissante des peuples slaves du Sud, c'était le yougoslavisme. L'Irdenta serbe et croate était pour la réunification, comme dans l'Italie du 19e. Alors, un nationalisme, un ethnicisme séparatiste n'a pas un passé. On a parlé dans l'Occident sur des hostilités ancestrales. Ces hostilités ancestrales n'existent pas, purement et simplement. Le nationalisme moderne, serbe, croate, slovène, etc., c'était la création d'une grande confédération yougoslave. En 1977-78, je me rendais chez Franz Josef Strauss, qui était le ministre résident de Bavière, qui est un personnage très impressionnant, truculent, très intelligent, très brillant, et qui m'accordait son amitié. Et nous allions à des réunions qu'il organisait dans une petite ferme qu'il avait aux environs de Munich, et au cours de réunions auxquelles il convoquait un certain nombre de personnes étrangères à l'Allemagne pour discuter des affaires du monde. Il y avait là, par exemple, un Britannique qui s'appelait Brian Krausier, qui doit vivre encore. Il y avait un Espagnol, un ministre espagnol qui s'appelait Sanchez Beya, et il y avait un représentant de l'Opus Dei du Vatican. Et moi, je représentais, si je puis dire, la France, enfin, j'allais à titre français. Et au cours de ces réunions, nous discutions de la situation du monde, donc, je me rappelle très bien Strauss me disant, nous parlant de la Yougoslavie, et nous disant, en 77, que cet État n'était pas viable. Autrement dit, 3 ans avant la mort de Tito, en Allemagne, l'idée était sous-jacente qu'il faudrait régler le problème yougoslave à la mort de Tito. Car le problème de la Yougoslavie n'étant pas fiable, entre guillemets, étant une création du traité de Versailles, et tous les efforts de l'Allemagne, je le comprends, si j'étais allemand j'aurais la même idée, étaient de détruire ce qui restait d'un traité si humiliant pour eux. Par conséquent, de détruire les séquelles du traité de Versailles, à savoir la Yougoslavie que nous avions créée et la Tchécoslovaquie, créée en même temps, qui est la Slovaquie d'un côté et la Tchéquie de l'autre.
Alors, il est clair que depuis 1989, on est entré dans une phase décisive de ce qui était perçu par les diplomates français et évidemment par d'autres comme la remise en cause du statu quo de 1945. Il y a un très très beau texte d'un de nos diplomates pour lequel j'ai beaucoup d'estime, parce que je trouve que c'est un excellent analyste, qui s'appelle Armand Bérard, qui est d'autant plus intéressant qu'il a une expérience à la fois allemande et américaine. Il y a un très beau texte de 1952. C'est une période où Armand Bérard, qui a été attaché d'ambassade de 1945 à 1949 à Washington, et qui est le second de François Poncet, le délégué à nouveau du comité des forges en Allemagne depuis 1949, c'est un moment, donc, c'est un texte où il dit la chose suivante. Il dit « Les Allemands sont maintenant en mesure de réaliser ce que les Allemands... les Américains sont en mesure de réaliser ce que les Allemands pensaient impossible, c'est-à-dire non seulement abolir les résultats de 1945, mais aller très au-delà, c'est-à-dire mettre en réalisation les buts de guerre allemands antérieurs, c'est-à-dire d'une part la conquête de l'Europe centrale et orientale, et même la menace directe contre la Russie. Lorsque Tito est arrivé au pouvoir, notre vie s'est améliorée. Dieu merci. Bien sûr, on devait travailler dur la terre, mais on arrivait à en vivre. Les récoltes étaient suffisantes. C'était de bonnes années pour nous. Mais maintenant qu'ils nous ont bombardés, tout a changé. Les récoltes ne sont pas bonnes. Fini le maïs et le blé, car la terre est contaminée. Nous ne sommes pas des historiens pour t'expliquer tous les détails, te dire si ça s'est passé en telle ou telle année. En tout cas, l'histoire se répète. Lui, il a été davantage à l'école que moi. Ici, on a connu la Première, puis la Deuxième Guerre mondiale, et on a vu qu'à chaque fois, l'Allemagne était dans le coup. À chaque fois, c'était pareil. Sauf qu'en ce moment, c'est un peu différent. Ils ne sortent plus les armes, ils font la guerre économique. D'abord, ils ont affaibli économiquement la population, et maintenant, ils la font chanter avec des pressions et des promesses. Cette terre est à nous. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent chez eux, mais ici, nous sommes chez nous. Il faut que vous compreniez quelque chose. Cette région est très convoitée car elle se trouve sur l'axe de passage entre l'Europe occidentale et orientale. C'est pour cette raison qu'ils ne nous laisseront jamais en paix. Il faudrait que les populations s'unissent, sinon on ne connaîtra jamais la paix. C'est clair qu'il y a un appétit de l'Occident pour la Yougoslavie, car c'est le pivot de l'Europe. Il suffit de voir comment ils ont tout fait pour casser la Yougoslavie forte de Tito. Et quand ils y sont parvenus, ils ont eu besoin de Milošević, Tudjman et Izetbegović pour lancer la guerre. Il ne faut pas oublier que ce sont les États-Unis qui ont installé Milošević au pouvoir.
Dans les Balkans, on a testé d'une certaine manière, on a testé la stratégie qu'on a développée partout dans le monde et qu'on continue à développer et dans le Proche-Orient et dans le Caucase et maintenant avec la Russie, avec l'Ukraine. C'est-à-dire une sorte de déstabilisation des différentes régions du monde afin d'aboutir à la domination américaine qui est la stratégie principale, l'établissement de cette domination, la stratégie principale est l'arrière-plan de tout ce qui se passe dans le monde depuis la fin de la guerre froide. La chose essentielle, à mon avis, à comprendre si on veut analyser quoi que ce soit qui se passe politiquement dans le monde aujourd'hui, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après la guerre froide. C'est-à-dire les choses les plus banales, comme tout le monde le sait, comme tout le monde le dit partout. Après la guerre froide, il restait une seule puissance mondiale, et comme on le dit aussi partout, on dit que cette puissance, c'est-à-dire les États-Unis, ont une domination comme peut-être aucun pouvoir de toute l'histoire ne l'a eu. En 89, et puis après toute la période Yeltsin, c'est une période de dislocation complète de ce qu'a été l'URSS et de toute puissance russe. Il faut attendre Poutine pour que la Russie commence à se reconstituer. Bon, ce dont on l'accuse d'installer une dictature, etc., bon, c'est simplement, il retrouve les moyens de sa puissance et c'est ça qu'on lui reproche. Hein. La Russie, au cours des 4 dernières années, a doublé son budget militaire et est en train de reconstituer progressivement sa puissance. Mais enfin, ils viennent de très loin, ils ont encore beaucoup de chemin à faire. Ils reviennent juste sur la scène internationale. Pendant ce temps, les États-Unis ont grignoté toute une partie de l'espace post-soviétique, continuent à le grignoter aujourd'hui, avec des révolutions faites devant les caméras, mais sans consistance populaire, contrairement à l'image qu'on en donne ici en Géorgie, puis en Ukraine. Et les réveils vont être très douloureux de ces choses-là. Déjà en Géorgie, les gens ils constatent un an après que ils ont renversé Shevardnadze parce que celui-ci ne résolvait pas un certain nombre de problèmes. Un an après, rien n'est résolu des problèmes pour lesquels on l'a mis dehors. Et la seule chose qu'on a gagné dans ce changement, c'est d'être gouverné depuis l'étranger. Bon. Dans le cas de l'Ukraine, on va probablement voir la même chose, sauf qu'en plus, dans le cas de l'Ukraine, les populations, au moins de Crimée, et probablement de la région également minière de l'Ukraine, n'accepteront pas de tomber dans l'orbite des États-Unis.